Madame, Monsieur, bonsoir. Les États-Unis lancent une réforme stratégique de la MINURSO. Washington évoque en effet la nécessité, je cite, de réévaluer l'efficacité et la pertinence de la mission onusienne au Sahara. Créée en 1991 pour organiser un référendum d'autodétermination, la MINURSO n'a jamais rempli ce mandat. 35 ans plus tard, cette même mission se limite essentiellement à surveiller un cessez-le-feu déjà fragilisé par le Polisario depuis 2020. Entre-temps, le processus politique piloté par l'ONU s'est enlisé, sans avancée concrète vers une solution définitive. Mais le contexte, lui, a profondément changé, et ce depuis 2020. C'est la date où les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. D'autres pays européens ont progressivement ajusté leur position. Et sur le terrain diplomatique, la logique du compromis a peu à peu supplanté celle du référendum. Dans ce cadre, la revue américaine de la MINURSO s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un basculement du paradigme international. Car la question n'est plus seulement de maintenir la paix, elle est de savoir si l'outil actuel, donc la MINURSO, est encore adapté à la réalité politique de ce dossier. Sans oublier, bien sûr, que les séquences diplomatiques de Madrid ou encore de Washington suggèrent une évolution, moins d'attente, mais plus de pression pour une solution concrète. Une solution qui, de plus en plus, converge autour de l'autonomie sous souveraineté marocaine. Et pour le débat ce soir, j'accueille le politologue, professeur de droit à l'Université de Rabat, professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, c'est un plaisir de l'accueillir, l'expert en relations internationales et en géostratégie, professeur Cheikh Oudani. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Et indéniablement, inévitablement, pour parler de relations internationales, notre grand expert et professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, Cheikh Khadija. Merci. Meilleurs vœux encore une fois. Et je vais rappeler que vous venez de publier donc un nouvel ouvrage sur l'autonomie de la région du Sahara sous souveraineté marocaine, avec un angle bien particulier, celui d'une forme d'autodétermination conforme à la légalité internationale, publiée par sur la revue marocaine d'administration locale et de développement. Voilà, donc c'est un ouvrage qui va être présenté bientôt pendant le Salon du Livre, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Alors, on va certainement parler de cette autonomie de la région du Sahara sous souveraineté marocaine, mais avant, l'actualité, c'est cette déclaration du représentant de l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Michael Waltz, qui donc s'est exprimé devant une commission du Congrès américain en fin de semaine dernière à Washington, et il s'exprimait sur l'avenir de la MINURSO vu et revu par l'administration Trump. On l'écoute. Concernant la réforme des opérations de maintien de la paix, l'administration américaine a souligné sa volonté de recentrer ses missions sur leur objectif initial, la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Des efforts sont en cours pour mettre fin à certaines missions jugées inefficaces et coûteuses, certaines étant déployées depuis 30, 50, voire 80 ans. C'est une chose d'arrêter un conflit, d'envoyer une force internationale afin de créer un espace propice aux discussions, mais cela ne peut pas ensuite devenir une excuse pour ne pas parvenir à une résolution politique. Nous envisageons une revue stratégique de la MINURSO, la force de maintien de la paix au Sahara, qui est présente depuis 50 ans. Alors pourquoi maintenant, messieurs? Parce qu'il y a un agenda. La proposition faite par l'ambassadeur américain aux États-Unis est intéressante. Elle a été faite, il faut le rappeler, dans le cadre d'une audition d'une commission spécialisée du Congrès américain à Washington. C'est une déposition qui portait sur une problématique générale, celle de l'évaluation critique de toutes les opérations de paix et de maintien de la paix financées par les Nations Unies. Et il faut rappeler à cet égard que les États-Unis sont extrêmement restrictifs sur ce plan-là, notamment pour des raisons budgétaires. Bien. Alors, cette déclaration de l'ambassadeur américain aux Nations Unies s'inscrit dans la continuité
et le suivi de la résolution 2797 du Conseil de sécurité du 31 octobre 2025. Donc voici pratiquement 6 mois, 5 mois et quelques, etc. Et il faut rappeler que cette résolution dit quoi? C'est le point terminal d'ailleurs. Elle dit, prie le secrétaire général de lui faire régulièrement des exposés et le prie également, dans les 6 mois suivant la prorogation du mandat. Le mandat a été prorogé le 31 octobre 2025 pour une durée d'1 an jusqu'au 31 octobre 2026. Je cite donc un examen stratégique relatif au futur mandat de la MINURSO en tenant compte de l'issue des négociations. L'agenda a été fixé par la résolution 2797. Et sur ce plan-là, on peut se féliciter que l'ambassadeur américain reprenne ce dossier devant une institution importante telle que le Congrès américain, ce qui conforte évidemment la position américaine et marocaine. Et ça, ce sont des points sur lesquels on va sûrement revenir. En gros, le penholder joint l'action à la parole. Oui, et va sur cette lancée. Il faut rappeler que c'est bien sûr les Américains qui sont le penholder de ces résolutions du Conseil de sécurité. Cheikh Beloudani, un commentaire. Pourquoi expliquez-nous le timing précis de cette, dans le sillage de ce que vient de nous expliquer professeur Sahimi, de cette position américaine et pourquoi au Congrès américain en particulier, à Washington et pas à New York? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. D'ailleurs, moi je pense aujourd'hui que les États-Unis depuis très très longtemps, sont rentrés dans ce que je peux qualifier une ingénierie stratégique des dossiers à l'échelle internationale. Donc, et je vais partir de 2 documents qui sont très importants. Et lorsqu'on lit les 2 documents, à savoir la National Strategy Security 2025 de 2025 et la National Defense Strategy 2026, on voit qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de mettre en place plusieurs stratégies dans plusieurs zones pour essayer d'avoir une matrice capable de contenir certains défis, certains problèmes à l'échelle internationale, étant donné qu'il y a une vulnérabilité systémique qui se prolifère jour après jour, et surtout dans la région du Sahel, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, le nord de l'Afrique, et surtout avec la vision stratégique des Américains de ce qu'on appelle la jonction entre leur doctrine stratégique géoéconomique, le nord de l'Atlantique, avec l'Indo-Pacifique, qui est le sud de l'Atlantique. Je pense aujourd'hui, le dossier du Sahara marocain, c'est un dossier stratégique géographiquement parlant, parce que lorsqu'on voit le NDS 2026, on voit que pour les Américains, il y a un périmètre stratégique qui représente des défaillances sécuritaires du golfe de la Guinée jusqu'à Tanger. Et il pointe le problème au niveau les provinces du sud du Maroc, et c'est un conflit artificiel bien évidemment, mais qui pose un problème parce qu'il est alimenté par des pays qui portent drapeau du communisme à l'échelle internationale. Et étant donné aujourd'hui parce qu'on va essayer de parler de ça, parce que aussi cette milice armée, elle est en connivence avec des organisations criminelles transfrontalières, transnationales, et aussi parce qu'il faut parler aussi aujourd'hui, nous vivons dans un monde de remodelage stratégique. Donc, qui nécessite un petit peu de regarder ce qu'on appelle cette région, qui reste une région pivot au niveau géopolitique. Je pense que les Américains, actuellement, sont en train de verrouiller certains espaces géopolitiques parce qu'ils font face à des menaces sécuritaires, des menaces hybrides, et le nord d'Afrique, et ce problème-là pose et qu'on continue de poser un problème parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la MINURSO malheureusement devient aujourd'hui un instrument de gestion de l'attente. Oui. Donc, et aussi une forme de ce que je peux appeler une forme d'équilibre de l'indétermination. Donc, oui, malheureusement. Donc, je pense aujourd'hui les Américains sont en train de bouger à travers, comme il a dit M. Sahimi, la résolution 2797. Il y a un agenda, il faut structurer cet agenda le plus tôt possible à travers des négociations, mais aussi il faut essayer de déployer de certains outils opérationnels pour essayer de faire avancer les choses le plus rapidement possible. Oui, ce que vous appelez le mécanisme de gestion de l'attente. Mais ce qui est intéressant, professeur Abou-Dahab, donc là on a vu avec Cyril Oudani vraiment le volet purement sécuritaire. Sur le volet diplomatique, une mission qui a été créée
par l'ONU pour un but bien précis, c'est l'organisation du référendum et accessoirement maintien de la paix. Est-ce que déjà sur ce point-là, est-ce que c'est devenu caduc dans le cadre des différentes résolutions et notamment la dernière 2797, est-ce que c'est devenu caduc et peut-on encore justifier l'existence d'une mission dont la mission principale était d'organiser ce référendum qui a été complètement écartée dans cette dernière résolution 2797? Je dirais oui, de facto, sa mission est devenue caduque compte tenu des évolutions subséquentes depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objet. On utilise aussi la formule suivante, elle tombe en désuétude, plus ou moins. Et donc la nécessité de revoir un peu stratégiquement et de manière opérationnelle ces missions. Depuis 1991, d'ailleurs, les juristes savent très bien qu'il y a le principe du parallélisme des formes et des compétences. Et donc, toute mission devant changer doit impérativement respecter le format. Cela veut dire c'est le Conseil de sécurité qui devrait, s'il y a lieu de le faire, de changer sa mission. Premier point. Deuxième point, même le paradigme à travers lequel l'ONU, dès le départ, dès 1985, juste un petit rappel aux chers téléspectateurs, il y avait à l'époque Pérez de Cuellar, qui était le secrétaire général. Il y avait le plan de règlement qui avait deux volets, un volet civil, un volet militaire. Et par la suite, en 1991, il a été adopté, entériné définitivement par les parties prenantes, notamment le Maroc et le Polisario. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, la MINURSO n'a pas pu finalement organiser ce fameux référendum pour les raisons que tout le monde sait. Et pour résumer de façon rapide, on dirait que la question de la détermination du corps des votants n'a pas été chose facile. Aujourd'hui, nous sommes dans une évolution qualitative, ça va de soi, puisque ça a été dit par mes chers collègues, depuis l'adoption le 31 octobre dernier de la résolution 2797, il est question de centrer le plan d'autonomie au cœur de toute démarche négociatoire, les pourparlers qui ont démarré. Souvenons-nous, c'était en février 2026, c'était à Madrid d'ailleurs, suivi par des rencontres à Washington, je pense à 2 reprises. Alors, Mme Khadija, vous avez posé une question très importante. Moi, je donne 3 éléments d'éclairage, si vous voulez, de mon point de vue. Premièrement, le contexte mondial dans lequel s'inscrit cette intervention. C'est pour ça que je vous ai interpellé. Pourquoi maintenant? Oui, mais bien sûr, mais parce que les États-Unis voudraient quand même rappeler, entre autres choses, que c'est un pays qui est en droite ligne dans le cadre de la consolidation de la paix. Souvenons-nous, le Board of Peace qui a été créé il y a quelques semaines. On voit très bien quand même que l'image, plus ou moins, états-unienne auprès de l'Occident même, a été un peu ternie par l'intervention musclée au niveau du Moyen-Orient contre l'Iran. Et quelque part, là, c'est un petit rappel des constances de la doctrine de M. Trump, pour être plus précis. C'est intéressant, j'allais vous poser la question juste après. Oui. C'est-à-dire, avec la guerre en Iran, qu'est-ce que ça change sur les autres dossiers entamés par cette même administration Trump, notamment celui du Sahara. Certainement avec Beaucoup se posent la question. Oui, avec mes collègues. Mais s'il est vrai que beaucoup d'observateurs aujourd'hui commencent à interroger la véritable démarche états-unienne sur le plan des consultations des alliés, sur le plan du rôle de l'OTAN, etc. Moi, je pense que le deuxième point, il est important. Je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la doctrine trumpiste, allègement de la contribution états-unienne par rapport à des opérations similaires. N'oublions pas, par exemple, que l'USAID a été quasiment vidée de sa substance, c'est-à-dire l'agence américaine de développement. Ils se sont retirés de plus d'une soixantaine d'agences. Voilà. Ces mêmes États-Unis sous l'administration Trump. L'OMS. Absolument. Ce que nous notons, l'UNESCO. L'UNESCO, exactement. Une soixantaine d'agences, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Est-ce que c'est une démarche uniquement budgétaire ou pas? Troisième point, il faut quand même rester conforme à la démarche états-unienne depuis octobre, c'est qu'il y a des rendez-vous bientôt. Le rapport à mi-parcours qui devrait être présenté par M. de Mistura et par Guterres qui est pratiquement dans sa dernière ligne droite pour aller laisser sa place à un autre. Et donc, il s'agit de rappeler cela pour préparer éventuellement l'adoption d'une résolution, cette fois-ci en octobre 2026, par rapport au sort de cette mission de maintien de la paix. Alors, au sort, vous savez quoi, on va faire un peu de prospective. En parlant du sort, on parle de review, donc on peut la traduire revue. Moi, je préfère dire réforme. Yes. Est-ce que quand on parle, Sisrimi, de réformer la MINURSO, est-ce qu'il faudra l'adapter, préparer une sortie progressive? Comment vous voyez l'après? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments de réponse. En même temps, je vais essayer de compléter ce qui a été dit par mes amis et collègues. L'une des clés de lecture des positions du président Trump, c'est quoi? C'est d'abord
le rejet du multilatéralisme. Et donc de l'ONU. Et du rôle de l'ONU. Eh oui, Oui, bon. il faut comprendre ce phénomène-là, c'est-à-dire il est extrêmement sévère et donc il a une conception du déploiement de la puissance américaine qui marginalise totalement le multilatéralisme. On le voit comment il a traité les pays membres de l'OTAN, comment il traite les appels du pied du président Macron avec beaucoup d'irrespect. Ça c'est important. Deuxième point, il a une préoccupation budgétaire. Il a dit que finalement c'est de l'argent qui était perdu, de l'argent des Américains, etc. Et troisième point, je crois, qui est important, c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer le problème de la révision de la MINURSO. La MINURSO est une mission de paix qui s'inscrit qui est éligible à d'autres opérations de maintien de la paix. Il y en a une douzaine. Plus précisément, il y en a 11 qui sont importantes et qui dépensent un argent exceptionnel. Alors, rapidement pour les téléspectateurs, il y a évidemment la MINURSO, il y a la MINUSCA, République centrafricaine, et d'ailleurs l'ambassadeur américain a dit que ça coûtait $1 milliard par an. Et oui, avec plus de 2000 casques bleus, la MONUSCO, donc l'UNDOF au Golan, l'UNFCIP à Chypre, le Liban, la FINUL au Liban, également le Kosovo, le Soudan du Sud, l'Inde, Pakistan, le Moyen-Orient, etc. Donc c'est une mise à plat de toutes ces opérations de maintien de la paix qui coûtent très cher. Alors non, mais si on voit la liste que vous venez de donner, c'est-à-dire que l'Inde, Pakistan, cette mission censée rétablir ou maintenir la paix, elle ne sert pas à grand-chose. Il y a quoi, deux mois, les deux voisins, amis, ennemis, frères, ennemis, se sont attaqués mutuellement. C'était des opérations militaires. Hein. C'était pas le Pakistan et l'Inde. Évidemment, oui, bien sûr. On voit aussi le Soudan du Sud. Vous avez parlé du Kosovo. Donc, il y a vraiment, en restant très objectif, nous ne sommes pas marocains, on veut vraiment comprendre à quoi servent finalement ces agences. Ces agences, officiellement, de l'ONU. Suivant le cahier de charge onusien, elles ont essentiellement 3 principes qui les guident. Premier principe, c'est un principe, donc d'abord le consentement des parties impliquées. Le deuxième principe, c'est l'impartialité, évidemment. Oui. Et le troisième, c'est le non-recours à la force. Voilà le format de leur mandat. Alors, est-ce qu'il est adapté aux urgences actuelles? Tout à fait. Alors, le problème qui est posé, c'est qu'elles ont en principe des missions. Pour certaines, c'est des missions simplement d'observation, donc recenser les violations, les incidents, etc. Et pour d'autres missions, ce sont des missions multidimensionnelles, oui, avec une composante militaire, policière, civile, etc. Le mandat, c'est quoi de ces missions? C'est la protection des civils, c'est également l'appui électoral, c'est important, on va y revenir, c'est également le désarmement, la médiation, la réforme du secteur de la sécurité et le suivi, le respect du cessez-le-feu. J'enchaîne avec la MINURSO. La MINURSO a été créée par la résolution 690 du Conseil de sécurité du 29 avril 1991. Ça fait donc 35 ans. Presque jour pour jour. Alors, ça c'est la résolution. Le dispositif militaire a été mis sur pied. Il a fait l'objet d'accords 6 mois après, en septembre 1991, avec des accords militaires extrêmement précis. Le problème de la MINURSO aujourd'hui, c'est qu'elle avait essentiellement 2 missions. L'organisation d'un référendum et deuxième point, c'est donc le respect du cessez-le-feu. Oui. Il n'y a plus de référendum. Il faut revenir sur le référendum. Ça a été évoqué par mon collègue et ami à l'instant. Il y a eu une séquence de recherche partagée d'un processus de référendaire, notamment sous la houlette de l'ancien envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, James Baker, qui a été en fonction de 1997 à 2004. C'est lui qui a été l'artisan le plus actif, sinon le plus actif, pour un référendum. Il avait fait d'ailleurs des propositions, dont la dernière avait été refusée par le Maroc, etc. Le blocage est venu... Repris quelques temps plus tard par... en 2005, c'est-à-dire quand il y a eu le deuxième plan Becker 2, etc., exact, le Maroc a dit non. Oui. Le Maroc a dit non parce qu'il s'agissait d'un référendum d'autodétermination. Exact. Or ça, c'est une violation qui heurte les positions marocaines et qui plus est contraire
aux principes généraux et à des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. La résolution 1514 du 10 décembre 1960 qui dit oui, l'autodétermination des peuples. Mais, comment? La même chose 1541. J'y venais. Merci. 1514 et 1541. Oui, mais on ne cite pas nos adversaires et autres, etc. On ne cite pas qu'il y a immédiatement une autre résolution, la 1541, le même jour, qui dit oui pour ce qui est de l'application, mais il y a soit le rattachement, soit l'autodétermination, soit le rattachement au pays, soit l'autodétermination, soit le référendum. Et donc la position du Marocain est extrêmement forte. Malheureusement, elle est minorée par nos adversaires qui se gardent de faire référence à la 1541. Donc il n'y a pas eu de référendum. Pourquoi? Ça a été dit. Il y a eu le mouvement séparatiste réclamait l'application et donc l'identification du corps électoral sur la base du recensement espagnol 1974, qui avait retenu 73 000 personnes. Oui. Non, j'y viens. Et le Maroc avait rejeté ça en disant il faut recenser tous ceux qui sont sahraouis et qui ont fui la répression coloniale espagnole pour se réfugier dans d'autres provinces du royaume. Donc nous en sommes là. Je finis. Maintenant, la MINURSO, elle n'est plus en mesure d'organiser un référendum qui n'est plus évoqué depuis 2005 par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, Peter van Walsum, diplomate hollandais qui avait succédé à James Baker, avait dit que c'est une procédure inapplicable. Donc nous en sommes là. Alors est-ce qu'il faut reformater le mandat de la MINURSO? Vous ne m'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais l'adresser à mes deux chers invités. Mais vous avez bien fait de contextualiser et de rappeler l'histoire avec un grand H. Comme ça. J'ajoute aussi la résolution 26-25, qui est très très importante Oui, de 1960. C'est une résolution qui est très très importante, qui a vraiment qui a essayé un petit peu, qui s'est arrêtée sur les deux résolutions 1514 et 1541. Et malheureusement, voilà, il faut essayer un petit peu de revoir l'histoire de. C'est la 26 26-25. 26-25 de C'est le rapport des conseils de 1900 de 1960. 60. Alors du coup, est-ce qu'il faudra réformer, redimensionner ou remplacer la MINURSO? Quelles sont les options qui sont réellement sur la table? Écoutez, Madame Khadija, moi je vais vous dire une chose très importante. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'il faut dire que le Maroc il a été trahi aussi par le multilatéralisme. Parce que depuis très très longtemps, nous avons exposé cette situation du conflit du Sahara marocain. Tout le monde sait que c'est un conflit artificiel. Donc après, il y avait toute une bataille qui a été menée Tout le monde, je ne sais pas. Parce que on voit que l'exposition du dossier avec les faits réels et vraiment le rôle du Maroc pour expliquer l'histoire, pour expliquer aussi les dessous de cette affaire, on voit qu'il y a de plus en plus de monde, comme vous dites, qui connaît davantage le dossier, oui, alors que ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de méconnaissances. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous reprends. Voilà, effectivement. Donc, et de fait, aujourd'hui, je pense aujourd'hui, après la décision, donc, et cette stratégie de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a mis en place une doctrine diplomatique qui a permis au Maroc aujourd'hui, depuis 26 ans, de gagner cette bataille diplomatique. Il faut le dire, que ce n'était pas facile. Je pense aujourd'hui, donc il faut le dire, le monde il est en train de regarder les axes avec une autre manière. Nous sommes, comme je viens de vous dire, nous sommes dans un moment de remodelage stratégique à l'échelle internationale. Tout le monde sait que les Américains, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. C'est comme Bonaparte dans les années 1800, d'accord? Bonaparte. Donc aujourd'hui, les Américains sont des pays c'est un pays qui est très fort, qui est en train de recadrer les choses. C'est le penholder du dossier du Sahara marocain au sein du Conseil des résolutions, voilà, de la résolution. Je pense aujourd'hui, effectivement, nous sommes, donc le monde, comme les Américains aujourd'hui, regarde dans cette mission, la mission MINURSO, un modèle qui reposait sur une fiction stratégique. Sur une fiction stratégique parce que depuis très longtemps, nous sommes en train de dire, les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc sont en train de jouer sur des choses pour gagner un petit peu de temps. Donc je pense aujourd'hui la communauté internationale avec les
les reconnaissances, que ce soit de la Grande-Bretagne, de la France, de plusieurs pays européens, de plusieurs pays arabes, le continent africain, à peu près 2 tiers des continents africains sont ouverts des consulats généraux dans les provinces du Sud. Je pense aujourd'hui la communauté internationale commence à appréhender le problème donc, comme nous le soulignons, comme un problème géopolitique. C'est un problème artificiel donc, entre 2 pays antagonistes, à savoir l'Algérie et le Maroc. C'est un problème géopolitique avec des ramifications, avec des déploiements. Le Polisario n'est qu'un relais opérationnel entre les mains de l'Algérie. Tout le monde l'a compris. Donc je pense aujourd'hui, la MINURSO, je ne pense pas qu'on va changer. Donc il faut changer la mission de la MINURSO. Il faut la changer. Voilà, il faut la changer. À remplacer. Parce que l'option référendaire, elle est dépassée. Mais quelle serait sa mission cette mission d'assistanat de la mise en place de l'initiative de l'autonomie marocaine. Et le respect du cessez-le-feu. Et le respect du cessez-le-feu. Ah oui. Oui, mais bon, on a vu qu'il y a eu une rupture de ce oui, mais il y a par le non, fondamentalement, on peut pas réduire. Et donc, c'est un mal pour un bien parce que finalement, ça, excusez l'expression, enfin ou le jeu de mots, ça a débloqué ou débouché le passage de Guerguerat. Bien sûr, c'est extrêmement important, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'il n'y a plus la première mission confiée par le Conseil de sécurité à la MINURSO pour l'organisation d'un référendum. Oui, c'est enterré par le... C'est bouclé depuis 21 ans. C'est plié. Personne n'en parle plus. Il reste la mission traditionnelle qui doit être confiée à la MINURSO, c'est le respect du cessez-le-feu. Oui, ce sont des effectifs et des moyens et, si possible, la possibilité d'accompagner un processus politique de règlement. C'est ce que vient de dire Cherkaoui Roudani. Voilà. Mais moi, je vais prendre vraiment une idée qui m'a interpellée, c'est celle du Maroc qui a souffert du multilatéralisme. Mais moi, ma question, je vais me tourner vers l'expert de relations internationales. Est-ce qu'on peut imaginer une solution en dehors du cadre onusien ? Alors, il y a un principe, d'ailleurs, vous me retendez la perche et je m'en réjouis. On dit specialia generalibus derogans. Ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire quoi? Quand il y a une incompatibilité entre une loi spéciale et une loi générale, vous savez qu'en principe général de droit, c'est la loi spéciale qui l'emporte. Cela veut dire, s'il y a un accord direct entre le Maroc et le Polisario, faisons un peu de fiction juridique, comme disait Cherkaoui, mais en réalité, c'est un scénario parmi d'autres. Oui, à ce moment-là, l'ONU doit prendre acte justement d'un accord bilatéral incluant toutes les parties concernées, sans oublier la Mauritanie, ça va de soi, et ça permettrait... C'est un scénario virtuel. Non. Il a parlé de fiction diplomatique. Ah ouais, mais il a commencé en le précisant, s'il ne pas. En droit, il y a plusieurs écoles. Hein. Tu sais, il y a plusieurs doctrines, Donc, nous ne sommes pas univoques, monolithiques. Et c'est d'ailleurs, c'est une source de richesse. Et c'est important aussi de revenir même au rôle de la doctrine. Hein. Les juristes publicistes, en particulier, peuvent faire des contributions. Mais soyons réalistes. Restons ancrés, évidemment, au niveau de la démarche onusienne. Ça va de soi. Le multilatéralisme, je pense, fait partie de la doctrine du Maroc. À chaque fois, l'adossement à l'état de droit au niveau du droit international, etc. Et nous avons intérêt au maintien de la MINURSO jusqu'à la conclusion définitive d'un accord politique qui doit être entériné par l'ONU, déposé même auprès du secrétariat général de l'ONU en vertu de l'article, je pense, 102 de la charte onusienne, pour lui donner ce qu'on appelle la force obligatoire et pour permettre au Maroc demain d'aller devant des juridictions pour défendre ses droits. Et ça, c'est important. Quel genre de juridiction? Opposabilité, que ce soit la CIJ, que ce soit la Cour africaine, voilà, auprès de l'Union européenne, et ça crée une jurisprudence. Parce qu'à ce moment-là, parce que après, quand le problème aura été résolu, il est vrai que le Maroc devrait compléter le recouvrement de son intégrité territoriale en recouvrant les 20% qui restent sous le contrôle, normalement, de la MINURSO, si je me conforme à une démarche formaliste, dans le sens où il y a cette partie démilitarisée, tampon, qui permettait aux forces armées royales d'éviter un accrochage direct avec l'armée algérienne, on le sait, que les Polisariens pensaient que c'était des territoires délibérés, Bir el-Hello, Tifariti, etc. Moi, je pense, attention, la question de, non pas l'élimination, mais le démantèlement de la MINURSO est une arme à double détente. Parce que, n'oublions pas que le plan d'autonomie de 2007 prévoit
un référendum d'autodétermination sur le plan d'autonomie, pour lui donner une assise internationale et pour lui donner une valeur juridique internationale et pour l'asseoir sur les standards onusiens les plus pertinents. Relevant standards, this is very important. Donc c'est important de dire que oui, la MINURSO, mais par rapport à la supervision de l'implémentation du plan d'autonomie afin que celui-ci puisse réellement rentrer dans le cadre de ce paradigme de l'autodétermination interne. C'est ce que j'ai dit, voilà. L'accompagnement du processus de règlement de transition politique. Y compris les exact. élections. Donc l'application, en gros, la MINURSO aura son rôle dans la mise en œuvre finalement de cette résolution 2797, à savoir l'application d'un plan d'autonomie qui aura bien sûr fait consensus, et ça c'est une autre histoire. L'appellation, tout simplement. Absolument. L'appellation, parce qu'aujourd'hui, la décision américaine, la décision 2797, donc du Conseil de sécurité. Donc du Conseil de sécurité, donc il a voilà attesté le fait donc l'option référendaire elle est dépassée, elle est caduque. Aujourd'hui, il faut donc d'autres options politiques qui permettraient aujourd'hui de s'ouvrir vers d'autres horizons capables de sécuriser davantage la région et la sous-région, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que même derrière donc toute cette stratégie ingénierie stratégique de la communauté internationale, il y a le problème de sécuritaire qui s'impose et qui s'oppose, étant donné qu'il y a des zones grises qui se prolifèrent dans la région et la sous-région. Et n'oublions pas le contexte international aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, les répercussions sur les zones grises dans l'Afrique subsaharienne du Sahel, l'Afrique de l'Ouest. Vous avez suivi hier soir donc les manifestations du mouvement chiite Abraham Zegzaghi qui se sont sortis dans toute le Nigeria. Donc, et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre un petit peu la dimension sécuritaire de la stratégie de la communauté internationale. Non, mais il faut juste peut-être simplifier. Oui. J'aimerais bien juste préciser, moi je ne suis pas contre le multilatéralisme, mais le Maroc, il a souffert de ce que je peux qualifier le multilatéralisme passif, ce n'est pas actif. Oui. Alors, celui qui n'est pas vraiment passif, vous avez parlé de relais opérationnel de l'Algérie pour décrire le Polisario. Il s'agit aussi d'un relais opérationnel de puissance, si on peut les appeler ainsi, ou de pays qui cherchent de l'influence dans cette région. Vous avez parlé du Nigeria et de l'influence iranienne à travers le chiisme. Il s'agit aussi de certains cercles américains aujourd'hui qui requalifient le Polisario, qui appellent aussi à clarifier les liens qu'il y a, pas qu'il y aurait, parce qu'il y a des preuves qu'il y a des liens entre le Polisario et Téhéran et l'Iran. Et pas plus tard que cette semaine, l'ancien envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Jason Greenblatt, a pointé des liens entre le Polisario et l'Iran. Il n'est pas le premier, puisque la semaine dernière, c'est une proposition de loi qui a été déposée par un ténor du Parti républicain, Ted Cruz. Aussi, d'autres sénateurs ont appuyé cette proposition de loi. Là, on parle de 13 sénateurs. Une proposition de loi pour qualifier le Polisario en tant qu'organisation terroriste et bien sûr avec des liens directs avec l'Iran. Qu'est-ce que ça change par rapport aux marges de manœuvre diplomatiques du Polisario? Beaucoup de personnes se posent cette question. Mustafa Sahimi. Eh bien, d'abord, c'est une mauvaise passe pour le mouvement séparatiste. Mauvaise passe d'abord, il faut le rappeler, la résolution 2797, qui a été accueillie avec consternation par le mouvement séparatiste et avec beaucoup... Avec silence surtout au début, hein. On les a pas entendus. Oui, hein. plus l'Algérie. Ah, parfaitement. Oui. Oui, il faut quand même le dire. Bien, ensuite, il y a le processus qui a été engagé depuis 6 mois. L'Algérie qui récusait tout format de négociation, format des tables rondes, de Suisse, tout ça, etc., a été contrainte de venir à Madrid, à l'ambassade américaine à Madrid, pour négocier, donc, sous la houlette des États-Unis, d'un officiel américain, vous le savez, d'un représentant également des Nations Unies, et c'est une situation extrêmement inconfortable pour l'Algérie, c'est-à-dire qu'elle avait perdu la main. Elle n'avait pas d'autre choix que de répondre à l'invitation américaine pour venir négocier.
l'Algérie maintenant est obligée de continuer à s'insérer dans ce processus de négociation. On y viendra, Bien. mais d'abord sur cette J'y question, viens. la Alors, requalification, s'il pour vous le plaît. mouvement séparatiste. Voilà, on J'y va droit viens. au but, si vous Oui, le permettez. mais- Sur la requalification du Polisario d'abord. Après, on parlera des négociations. C'est une grande menace qui est donc maintenant dans l'air et dans le contexte. Oui. Parce que voilà l'administration américaine et voilà une bonne douzaine de parlementaires américains qui saisissent l'administration officielle de Trump pour dire exactement, nous voulons voir avec vous il faut examiner les conditions dans lesquelles le Polisario peut être qualifié de mouvement, d'organisation terroriste. Oui. Ils ne disent pas c'est une organisation terroriste, mais le fait qu'il y ait déjà ce début de procédure avec ces motifs est extrêmement problématique pour le Parlement parce que ça crée un climat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours cette menace maintenant sur le mouvement séparatiste. Je ne suis pas sûr que cette procédure donne des résultats probants dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire jusqu'à octobre-novembre, c'est-à-dire dans le cadre des élections de mi-terme américaines, etc. Mais c'est une procédure qui est engagée et elle a un impact exceptionnel sur la perception qui est donnée par l'opinion américaine, l'administration américaine et d'autres pays sur le fait que ce mouvement-là, vous savez, il fait l'objet d'une procédure pour le qualifier d'organisation terroriste. Et donc c'est un total isolement et ça oblige évidemment le mouvement séparatiste à se plier au plan de paix qui sera proposé prochainement par les États-Unis, validé par le Conseil de sécurité, et ça isole également davantage dans le même élan la position de l'Algérie. Sherka Beloudani, sur cette déclaration de Jason Greenwald, le Front Polisario cherche à établir un État indépendant, la République arabe sahraoui démocratique proclamée en 1976 lors de son conflit armé avec le Maroc. Aujourd'hui, seul un petit nombre de gouvernements reconnaissent encore la RAST. Oui. Pseudo-RAST. Donc, je pense aujourd'hui, il faut qu'on essaie, avant de répondre à cette question, il faut essayer de montrer la véracité de cette décision, ou bien de plusieurs sénateurs américains. Et d'un an, attends, qui est Jason Greenwald? Oui, Jason Greenwald, c'est quand même l'ancien conseiller ou envoyé du président américain lors de son premier mandat envoyé au Middle East, au Moyen-Orient, mais pas que. Il était aussi derrière les accords d'Abraham. Je ferme la parenthèse. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire chaque déclaration, il est basé sur des documents stratégiques et confidentiels. Et probants. Et probants, tout à fait, monsieur. Donc, je pense aujourd'hui, tout le monde le sait, Adnan Abou Walid Sahraoui, qui est l'instigateur de la mise en place aujourd'hui, qui a construit ce qu'on appelle l'État de Daesh au Sahel, il n'était qu'un élément du Polisario. Issa Sahraoui, c'est la même chose. Absolument. Mais il faut qu'on sépare, il faut essayer un petit peu de préciser un point qui est très important. Entre les séquestrés, donc le message n'est pas pour tous les séquestrés qui sont dans la région de Tindouf. Il y a les porte-drapeaux de terrorisme au sein du Polisario. Je pense que les Américains, ils ciblent les personnes. Et je pense qu'ils vont sortir des listes en partenariat avec les Espagnols et les Français, les services de renseignement espagnols et français, parce qu'ils ont des documents. D'ailleurs, il y a beaucoup de documents qui se sont infiltrés récemment et qui montrent qu'il y a vraiment, donc il y a plusieurs éléments du Polisario qui travaillent et qui sont en connivence avec des groupes terroristes, aussi même chiites, malheureusement, avec des groupes terroristes chiites et aussi avec le groupe de soutien islamique musulman de Ayad Ghali, avec du Front Massina de Amadou Koufa. Et je pense aujourd'hui, donc, cette requalification permettra un petit peu d'éclairer la situation. Donc, parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs zones grises. D'ailleurs, récemment, le Maroc, il a démantelé une cellule terroriste de Daesh, donc, où l'armement, il a été venu de la région du Sahel. On l'a trouvé vers les provinces de Rachidia. Donc, je pense aujourd'hui, effectivement, donc, devant cette situation qui connaît une métamorphose sécuritaire au niveau de plusieurs régions, le Polisario commence à jouer un rôle, commence à être un facteur de vulnérabilité systémique dans la région et la sous-région. Donc, d'où il faut essayer un petit peu de mettre en place ce qu'on appelle, ce que s'appelle les Américains la doctrine de la certitude stratégique, c'est-à-dire essayer un petit peu d'accroître tous les facteurs qui permettraient d'éviter donc un problème sécuritaire. Le
Polisario reste un problème, reste un mouvement qui, plusieurs documents qui ont montré qu'il est donc dans le terrorisme avec plusieurs groupes et aussi en connivence avec plusieurs organisations transnationales et criminelles. D'ailleurs, il y avait un rapport qui a été sorti en 2016 de l'Africom qui a montré qu'il y a une livraison d'armes provient de la région de Casamance du Sénégal, plusieurs armements iraniens et plusieurs munitions, d'accord, ils ont été trouvés dans la région du Sahel et même entre les mains du Polisario. Je pense aujourd'hui la requalification du Polisario en tant qu'organisation terroriste permettra aujourd'hui d'assainir en tout cas, cette tractation diplomatique. Oui, c'est un projet de loi. Voilà. Alors justement, c'est un projet de loi. Il n'est pas sûr que cette loi soit votée. Ce sont généralement des lois, effectivement, qui reviennent au département d'État. Il faut aussi le rappeler. Mais fait intéressant aussi, parlons de l'Algérie et comment cela peut avoir un effet sur l'Algérie. Est-ce que le pays peut encore peser dans un contexte de recomposition internationale, de ralliement de la communauté interne, d'une grande partie de la communauté internationale, notamment les grandes puissances européennes et bien sûr les États-Unis, à la position marocaine? Là, dernier fait, c'est aujourd'hui on pointe du doigt, c'est pas n'importe qui pointe du doigt, le Polisario comme organisation terroriste. Ça va être lourd de conséquences. Si c'est abouti, eh bien, l'Algérie... Ça aboutisse ou pas? Voilà, exactement. Déjà, le fait de discuter cela et de le montrer, de l'exhiber... Congrès américain. Au Congrès, ça crée un climat. Mais n'allons pas très loin. Regardez la complicité des autorités algériennes et les Ben Battouche. C'était en 2021, si je m'en souviens, lorsqu'il y a eu ce clash avec l'Espagne. Donc, complicité avec avions algériens, avec peut-être les services secrets espagnols. En tout cas, il y avait l'ancienne ministre des Affaires étrangères, pseudonyme, donc usurpation. Cela veut dire que nous sommes devant une organisation criminelle. Moi, je dirais qu'il y a ce facteur terroriste, terroriser même les populations qui sont dans une sorte de prison, sans parler des disparitions forcées, les portées disparues. Deuxièmement, les crimes, les atrocités, alors tout ce qui est torture, les exploitations sexuelles, la pédophilie et j'en passe. Et donc, les enfants soldats, absolument. Et ça donne des arguments de plus non, mais au niveau c'est du... cette image, hein, c'est cette photo. Eh ben oui, mais bien sûr. De l'envoyé spécial. Le géniteur. Non, de l'envoyé spécial. Cette photo avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU qui était dans les camps des séquestrés de Tindouf. Avec quand même, je pense que, je ne sais pas si l'équipe com a raté cela, mais il était de Mistura avec en background, c'est-à-dire derrière lui, il y avait des enfants soldats. Et en c'est 2016, quand même un représentant des Nations Unies. Avec des kalachnikovs. Avec des Kalash, absolument. Monsieur Zakari, n'oublions pas en 2015-2016, le clash. Le rapport là, absolument, de l'Union européenne. Je pense que finalement, ce mythe, en réalité, en fait, c'était un mythe. D'ailleurs, même Mustafa Seyid et mes collègues le savent très bien, quand il a été éliminé, en fait, il a été éliminé par ses compères. Parce qu'il avait regretté le fait de créer... Polisario, en fait, c'est pas été dirigé a priori contre le Maroc, c'était contre l'Espagne. En 1973, en mai. Tout à fait. Et tout à l'heure, quand mes amis ont cité les résolutions respectives en 1960, il n'y avait ni Polisario ni Algérie indépendante. On avait le problème juste avec l'Espagne. Et c'est une sorte de ruse de l'histoire, comme disait Hegel, le grand philosophe. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes pratiquement dans les dernières heures de ce mouvement-là. Et je me demande qu'allait faire toute cette direction qui a diffusé ce mythe d'un État indépendant autoproclamé en février 1976. C'était juste au lendemain du retrait de l'Espagne. Et donc, la facture va être partagée entre les deux. La direction, comme disait Charqaoui Loudani, parce qu'elle est sélectionnée nôtre, la direction policiarienne et ses complices, et l'État algérien, le régime algérien, ça va être lourd de conséquences. C'est un message pour nous aussi de préparer l'opération du retour, parce que dans la mise en place et l'opérationnalisation de l'autonomie, il y a l'opération du retour des séquestrés.
Et de là Ah oui. qu'il faut faire attention parce qu'il y a toute une... Ah oui, procédure c'est un autre sécuritaire. manche, hein. Voilà. Il y a un préalable sur ça, c'est l'opération d'identification Bien sûr, bien sûr. menée par le HCR. Oui, tout Le à fait. préalable Tout à à fait. toute application du processus de paix, c'est l'identification. C'est clair. Savoir qui est d'origine sahraoui. C'est clair. Ça, c'est Le les Maroc, chiens, Maroc les est tribus. disposé, vous le savez, à accueillir les siens, etc. Tout à fait. Mais sous réserve, évidemment, Bien sûr. d'identification. Et ne peut pas accueillir les éléments terroristes ou qui sont Effectivement. susceptibles de poursuites criminelles. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Autonomie de la région du Sahara sous souveraineté marocaine, une forme d'autodétermination conforme à la légalité internationale. C'est donc le titre de votre dernier ouvrage, paru dans la revue marocaine d'administration locale et de développement. Professeur Abou Dahab, bien sûr, je ne vais pas vous demander de le résumer en 2 minutes, bien que je ne doute pas de vos talents de synthèse. Mais là, vous parlez d'une forme d'autodétermination conforme à la légalité internationale. Vous pouvez juste m'expliquer ce concept? Autodétermination, Puisqu'on parle de l'application du plan d'autonomie. Bah oui, c'est le fait de donner à une population locale le droit de s'autodéterminer politiquement, choisir. Alors, quand on dit la forme politique, in situ, cela veut dire par le biais électoral, quel type de parlement on voudrait, par exemple, avoir, quel type de majorité, quel type d'alliance, statut économique, avoir aussi le droit de partager le bénéfice résultant de l'exploitation des ressources naturelles, avoir aussi évidemment un gouvernement issu d'ailleurs des élections, et ça c'est important, ce qui va poser le problème du design institutionnel et la coordination. Tout à l'heure, Madame Khadija, vous avez parlé des leviers de puissance, là on dirait des relais territoriaux, parce que ça va poser la question de la relation entre la région autonome du Sahara avec les autres régions dites avancées, etc. L'autodétermination n'est pas un principe, on va dire, sacré. En droit, vous savez, ce n'est pas du droit révélé. On peut toujours, non pas bricoler, mais trouver des Adapter, flexibilités. Il faut contextualiser. Il faut impérativement. Et les droits sont sociologie, d'ailleurs. Nous partageons peut-être l'amour d'un grand juriste, le doyen Carbonnier, qui avait parlé de ce flexible droit. Et j'ai parlé du droit flexible en termes de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous savez, on ne parle plus aujourd'hui du contexte de la décolonisation des années 50 et 60. La démarche marocaine, c'est plutôt une démarche de recouvrement de l'indépendance et donc de l'intégrité territoriale. Et finalement, cette autodétermination, pour nous, c'est une forme très civilisée de l'implémentation des principes de l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, la diversité, la cohabitation. Et n'oublions pas, parce que la démarche, elle est aussi géopolitique, ça c'est important, c'est que nous serons en coordination avec aussi un design territorial européen, parce qu'il y a ce qu'on appelle la charte des régions, etc. Et il faut entrevoir cette fois-ci cette question de l'autonomie, non pas seulement sous l'angle strict du droit, mais également dans une démarche de géopolitique, de projection, sans parler des projections en termes de politique étrangère. Or, en effet, la région autonome du Sahara pourrait contribuer à la conduite de la politique étrangère tout en se conformant évidemment à la Constitution. C'est un grand, grand sujet, une grande thématique, mais finalement, moi pour conclure, le Maroc a créé sa forme, sa propre école de droit international. Et ça me rappelle le grand juriste Guy de la Charrière, Oui. qui avait proposé le terme de politique juridique extérieure. Vous voyez, la manière avec laquelle les États appliquent le droit international, ça donne justement cette appellation. Nous avons notre propre politique juridique extérieure concernant les questions d'autodétermination. Je vais terminer avec ça, parce que vous avez parlé justement de cette... vous avez rappelé le contexte historique, encore une fois, très important dans ce dossier, dans tous les dossiers et différents dans le monde. Donc du coup, quel est l'avenir du Maroc? Puisqu'on a commencé par l'ONU, j'aimerais bien qu'on boucle la boucle. Quel est l'avenir du Maroc dans cette 4e commission de l'ONU? Commission des questions politiques spéciales à de la décolonisation. Corriger une erreur historique monumentale que je qualifierais d'errement à un moment où le contexte géopolitique n'était pas très favorable au Maroc. Il y avait un certain Franco, comme disait le roi Hassan d'Allah, il avait un caractère très difficile. Et on le sait, on était victime d'un double colonialisme, même si protectorat, hein, d'accord, c'est un euphémisme espagnol et français, plus la zone internationale de Tanger. Et donc, par conséquent, nous sommes en train de rectifier le tir longuement. Mais la démarche marocaine, moi, je pense, c'est l'endurance stratégique, sabr et stratégie. Il a porté ses fruits. La stratégie, c'est de rester dans cette 4e commission Non, de il faut l'ONU. après, il faut retirer complètement. Voilà, c'est terminé. Comme l'Angola, C'est comme Cheikh Khaber l'Angola Oudani. dans les années Yes. 77, il faut se 75, retirer, oui, je exactement. pense, The game is over. The game is over, yeah. Game is over. Mais bon, on n'en The game is over. parle pas souvent, alors que Ah de oui. l'autre côté, c'est un des
je crois que c'est un de leurs arguments phares, c'est notre présence dans cette 4e commission de l'ONU. Parce que tout simplement, la 4e commission n'est qu'un relais de ce qu'on appelle les Nations Unies. Donc, c'est-à-dire les réunions des Nations Unies. Par exemple, de temps en temps, on donne des dossiers à cette commission pour traiter. Et pour essayer un petit peu de consulter. Donc, mais on y siège encore. Enfin, notre dossier y est encore. Avec une vision participative. Aujourd'hui, la résolution 2797 donc, a ouvert l'espace un petit peu, nous a donné une assise diplomatique qui permettrait de sortir de cette 4e commission. Très bien, ça va se faire. Ça va se faire au fur et à mesure de l'avancement du processus de règlement. Absolument. Il arrivera un moment, probablement d'ici octobre prochain, où il sera plus pertinent d'inscrire la question du Sahara dans l'ordre du jour de la 4e commission. D'autant plus qu'avant, déjà, il faut rappeler que les rounds de négociations se suivent et, selon certaines rumeurs, ne se ressembleraient pas. Mais on n'a rien d'officiel, donc on va attendre de savoir ce qui résulte de ces négociations qui ont, vous l'avez rappelé tout à l'heure, commencé à Madrid, avec toutes les parties prenantes, à savoir le Maroc, l'Algérie, point important, le Polisario et la Mauritanie, sous la houlette des Nations Unies, avec le représentant permanent des États-Unis à l'ONU, et de Boulos, donc envoyé par l'administration Trump dans ce dossier. Merci beaucoup. Il y a un agenda, c'est le mois d'avril. La question revient devant le Conseil de sécurité et on aura suffisamment d'éléments à ce moment-là pour avancer. Et surtout, connaître aussi non seulement l'avenir de la MINURSO, mais l'avenir aussi de quelqu'un qui vous est très cher, c'est Stéphane de Mistura. Mais je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, parce que lors des discussions, des tractations de World sur cette question de la MINURSO et le changement de sa nature vers des options plus réalistes, donc il y avait une communication téléphonique entre le président algérien et Moussaad Bols. Okay. Donc est-ce que c'est une coïncidence ou non? Mais bon, on verra. On verra bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci Zakaria. Avec grand plaisir. Merci à vous également, Sichak Khabiroudani. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.